Il est 9h10, merci d'être avec nous sur RCF et Radio Notre-Dame. Louis Dauphren, je vous regarde, vous n'êtes pas trop décoiffé. Non, pourquoi? À cause de quoi? De l'Esprit Saint qui a soufflé ce week-end. Bien sûr, oui. Écoutez, espérons que nous soyons décoiffés intérieurement dans ce cas. Eh bien, on va être décoiffés sûrement en entendant le débat du jour. Et que nos invités nous décoiffent aussi. Eh bien oui, qui sont-ils? Eh bien écoutez, Gérard Gachet, Yann Boissière vont participer à ce débat. On vous remercie Pierre-Hugues pour bien sûr l'animation que vous faites tous les jours. On vous retrouve demain à 6h30. Oui, rendez-vous à 6h30. Voilà, je vous laisse avec donc vos invités. Avec joie, merci. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et donc, je le disais à l'instant, Yann Boissière et Gérard Gachet qui vont participer à ce débat du jour. Yann Boissière, fondateur de l'association Les Voix de la Paix, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux, l'IHEMR. Il est rabbin du judaïsme libéral. Bonjour Yann. Bonjour à toutes et à tous. Gérard Gachet, ancien journaliste au Figaro, ancien directeur de la communication du ministère de la Défense. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci à tous les deux. L'actualité en ce mardi, en ce lendemain de Pentecôte, nous porte assez peu quand même aux considérations d'ordre religieux. C'est vrai que nous avons sélectionné 3 sujets qui nous amènent à considérer essentiellement l'actualité internationale sous l'angle du bateau qui était parti pour Gaza et qui se trouve arraisonné. Puis on parlera ensuite de ce qui s'est passé dans le Loiret avec autour de Marine Le Pen des propos donc tenus sur l'Europe, sur l'état du monde politique dans l'Union européenne en particulier. Et puis le sommet de l'océan à Nice ouvrira aussi nos horizons vers le monde, le vaste monde et l'actualité aussi internationale, donc à dominante internationale ce matin. On va commencer par ce qui se passe donc autour de la bande de Gaza, autour ou à côté ou non loin, parce que les militants pro-palestiniens du voilier Madeleine ont été arraisonnés hier matin alors qu'ils tentaient de rallier ce territoire avec de l'aide humanitaire et 12 militants pro-palestiniens à son bord, dont la Suédoise Greta Thunberg, arrivée dans la soirée de lundi au port israélien d'Ashdod. Donc ça, c'est pour cette flottille, la coalition de la flottille pour la liberté qui se retrouve donc arraisonné. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'opération survient d'ailleurs, Yann Boissière. Non, il y avait déjà une première opération en 2010, je crois, qui était partie de Turquie. Là, cette fois-ci, c'est parti d'Italie. La première intervention avait été un petit peu plus violente militairement. Je crois qu'il y avait eu un affrontement avec des morts. Ici, il y avait 12 militants, je crois, dont effectivement les plus connus, Rima Hassan et Greta Thunberg. L'arraisonnement a eu lieu de manière, je dirais, pacifique, entre guillemets. Les occupants de la flottille ont été acheminés vers le port d'Ashdod et je crois que certains sont déjà à l'aéroport de Ben Gourion pour être rapatriés ici en Europe. Quel est le sens de cette opération ? Il est difficile. Alors moi, en tant que militant de la paix, je m'interroge toujours de la fonction contributive à la paix. Je pense que c'est plutôt une opération de communication. On se demande ce que Greta Thunberg fait dans cette galère, j'ai envie de dire, dans cette flottille, en tout cas, vu qu'elle est plutôt connue sur les sujets d'écologie. Je pense que oui, c'est une opération de communication. Le rationnel officiellement affiché, c'est forcer le blocus de Gaza. C'est quand même une zone de guerre. Je ne sais pas ce que 12 personnes peuvent faire. Ils sont acheminés. Il y avait une destination soi-disant humanitaire, mais je crois qu'il y avait moins du contenu d'un camion, alors que des centaines, des milliers de camions pénètrent chaque jour, de humanitaires pénètrent dans Gaza. Donc, outre leur propre consommation qui a fait diminuer les stocks humanitaires, je ne sais pas ce qu'ils ont pu acheminer, encore que les autorités israéliennes ont dit nous acheminerons dûment le reste, effectivement, par les canaux appropriés. Je pense que c'est une opération de communication. On l'a vu juste avant l'arraisonnement. Des vidéos avaient déjà été enregistrées, pour susciter des manifestations ici à Paris, qui de fait ont eu lieu. Je pense que tout ça n'est pas sérieux et ne fait qu'entretenir une espèce de buzz et d'hystérie autour de ce problème. Gérard Gachet. Oui, autant la situation humanitaire est absolument dramatique, certainement dans la bande de Gaza, reste encore à déterminer les responsabilités et rappeler comment on en est arrivé là, mais ça nous emmènerait peut-être trop loin. Mais autant l'action humanitaire, la vraie action humanitaire est certainement nécessaire dans la bande de Gaza pour aider les populations civiles, les vraies populations civiles, qui sont souvent d'ailleurs prises en otage elles-mêmes par le Hamas. Mais tout cela n'en rend que plus indigne, à mon avis. Vous avez parlé d'une opération de communication. Moi, j'irais plus loin. Je dis la mascarade montée par la France Insoumise et par Madame Rima Hassan et quelques autres,
puisque effectivement ils n'ont transporté quasiment rien. Le peu de contenu qui restait à bord du bateau va effectivement être distribué par les autorités israéliennes, mais en plus tout ça est une opération uniquement de communication. On les a vus, la presse étrangère l'appelle le yacht selfie, n'est-ce pas, le selfie yacht, le Madeleine, le bateau Madeleine, parce que le but était de se filmer, de se montrer. Alors il y en a un qui gratte de la guitare sur le pont, les autres qui font des grands sourires, etc. Ça les a conduits effectivement, arrivant dans une zone de guerre, à être très logiquement arraisonnés par la marine israélienne, qui n'allait pas les laisser entrer dans la zone de conflit. Ils sont en voie de retour. Alors, le président Macron a cru nécessaire de demander solennellement le retour immédiat des Français. C'était ce que les autorités israéliennes avaient annoncé depuis le début, à savoir qu'ils leur mettraient dans le premier avion. Alors, apparemment, ça prend un peu de retard, parce que pour être rapatriés, il faut qu'ils signent un papier comme quoi ils sont d'accord pour être rapatriés, être expulsés. Il semblerait qu'aux dernières nouvelles, Madame Hassan ait refusé de signer ce papier. La provocation continue, mais ça montre bien quelle était la réalité de cette opération depuis le début. Ça veut dire que aujourd'hui, vous sembliez dénier l'un comme l'autre le caractère symbolique de la démarche, c'est-à-dire pour dire que c'est une opération de communication, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est infondée, cette opération de communication. Vous estimez que en soi, ça n'est pas légitime de faire ce genre de démarche, Yann Boissière? D'un point de vue militant, j'imagine qu'on peut toujours justifier les choses, effectivement. Parce que dans ce cas, tout se résume à des opérations de communication. Il y a beaucoup de choses qui se résument à ce type mais après, de c'est une question de jugement, c'est une question d'appréciation, en tout cas, de la démarche. J'imagine que du point de vue de Rima Hassan, effectivement, c'est une démarche nécessaire, c'est un acte militant. On va pas lui reprocher de faire ça. Après, on peut avoir un avis sur la démarche de Rima Hassan, qui, depuis le début, depuis le 7 octobre, n'a condamné en rien les actes du Hamas, qui envisage le 7 octobre, qui est le plus grand, je rappelle, le plus grand pogrom de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale sur un territoire souverain. Plus de 6000 Gazaouis, les chiffres ont été 6000 Gazaouis, dont la moitié de population civile. C'est pas seulement, il y a 3800 militants du Hamas qui ont envahi Israël, plus 3000 civils vraiment qui n'étaient pas identifiés comme du Hamas, qui se sont servis, qui ont brûlé des vieillards, qui ont éventré des mères, qui ont carboniser les maisons, et tout ça, du point de vue de Rima Hassan, est un acte de résistance. Bon, c'est ce qu'elle pense, elle a le droit de le penser, on a le droit de penser qu'il s'agit là d'une horreur absolue. Donc, je veux dire, la valeur humanitaire, au final, d'actes symboliques, d'aller apporter de la confusion supplémentaire à Gaza, on peut en douter. Je ne doute pas du fait que, à son avis, c'est un acte militant, mais du point de vue de l'analyse, c'est justifier les horreurs, c'est ne pas agir en fonction de la paix, qui nécessiterait effectivement d'établir les responsabilités des uns et des autres. Si on veut la paix dans cette région, et c'est certainement un objectif louable, il faut... Comment y parvenir, justement? C'est le mot du pape Léon XIV. C'est très difficile, mais en tout cas, il y a une certitude qui se dessine parmi tous les décideurs, y compris d'ailleurs parmi les pays arabes, c'est que le Hamas doit disparaître de l'équation politique. Il peut pas y avoir de jour d'après avec le Hamas aux commandes. Donc le peuple palestinien doit obtenir un État. Au passage, c'est quelque chose qui est prévu par la déclaration du 29 novembre 1947. Ça fait 70 ans que cette possibilité existe. Il semble, quand on entend les commentaires, on a l'impression que l'idée n'est pas sur la table et qu'on lutte pour le... Mais c'est prévu. Les Palestiniens ont refusé ce plan il y a 70 ans. Et il y a un certain nombre au moins 5 ou 6 fois, 56 grandes dates marqueurs, où ils ont refusé la possibilité d'un État. Donc c'est très très préjudiciable pour les Palestiniens, qui je pense doivent avoir un État. Après, c'est une question de leadership. C'est le Hamas n'est absolument pas de toute façon un parti nationaliste. L'OLP l'est. Le Hamas est un mouvement génocidaire, islamiste, qui cherche à instaurer un califat dans cette région. Je pense qu'ils sont disqualifiés pour porter la cause palestinienne. Donc ça commence le jour d'après commence à mon avis par leur élimination politique, sinon physique, en tout cas de leur infrastructure militaire, ce qui est l'objet de la guerre. Gérard Gachet. Oui, ce qu'il y a de nouveau, et vous l'avez bien dit dans cette affaire, c'est que un certain nombre de pays arabes maintenant reconnaissent que le jour d'après, comme on dit, passe par le départ ou l'élimination du Hamas. On a vu des Émirats, etc., un certain nombre de pays le dire et le reconnaître. Et ça montre bien que le Hamas fait peut-être encore capable de monter des opérations, encore une fois, de propagande, mais que
politiquement, il est quand même très sérieusement discrédité, y compris chez des gens qui, au départ, étaient plutôt censés soutenir la cause palestinienne, la soutiennent d'ailleurs toujours, mais la soutiennent sans la présence du Hamas, parce que il a pris en otage la population. On a vu encore hier, je crois, un des derniers responsables du Hamas qui a été capturé. Sa cache était au sous-sol d'un hôpital, dans le sous-sol d'un hôpital. Donc, la prise en otage de la population civile par le Hamas est une réalité à travers les hôpitaux, les écoles, etc. Est-ce que ça justifie l'action d'Israël? On peut en discuter, ça peut faire débat, mais en tout cas, ça montre bien que l'élimination du Hamas, alors élimination physique ou politique, on peut encore en discuter, mais cette élimination du Hamas est une condition sine qua non de l'avenir d'une certaine Palestine dans la région. Le mot de résistance est difficile à manier, même si on se reporte un peu à l'histoire. Les Allemands, sous l'occupation, qualifiaient aussi les résistants de terroristes. Qu'est-ce qu'on peut, au-delà de la vérité ou de la fausseté de ce genre de jugement, les mots, en fait, résonnent et point, c'est tout. Moi, je pense qu'il faut s'en référer aux objectifs affichés du Hamas. L'OLP et l'autorité palestinienne ont pour but, effectivement, l'indépendance, et la souveraineté palestinienne, la création d'un pays. Bon, encore que, effectivement, on peut juger de l'efficacité de leur action, de leur corruption, etc. Mais en tout cas, historiquement, c'est effectivement le porteur de la cause palestinienne, c'est l'OLP. Quand on regarde la charte du Hamas, c'est très simple. Leur objectif, c'est la destruction d'Israël et l'instauration d'un califat. L'opération du 7 octobre, opération Al-Aqsa. Ça n'a rien de nationaliste. C'est une opération. Il s'agit de tuer des juifs parce que en soi c'est un objectif qui est prôné par le Hamas, et l'instauration d'un califat. C'est absolument pas une cause politique nationaliste comme l'OLP. Donc voilà, il suffit juste de se référer à leur objectif. L'objectif du Hamas n'est absolument pas de créer un État palestinien, c'est de tuer des juifs et d'instaurer un califat. Il suffit d'ailleurs également de regarder la carte du Moyen-Orient telle qu'elle figure sur les documents du Hamas et sur les drapeaux qu'on nous présente, etc., où on voit que Israël a disparu. Oui. Israël est complètement recouvert et anéanti. Mais le Hamas ne reconnaît absolument pas le plan politique du 29 novembre 1947, qui, encore une fois, prévoit la création de deux États pour deux peuples. Mais Yann Boissière, à l'heure de l'OLP et de Yasser Arafat, les choses ne se sont pas faites non plus. Non, alors mais que l'islamisme n'était pas dominant. Un processus a été mis en place. On me dit le processus d'Oslo, qui a vite dérapé parce qu'il y avait un double langage et puis il y avait une faiblesse du leadership palestinien. Il y avait une corruption endémique. Mais des accords ont quand même été signés en 93, les accords de White Plantation en 94, avec des zones A, B, C, etc. Le processus est incomplet et a complètement dérapé et aujourd'hui il est un peu oublié. Mais en tout cas, la situation, la matrice juridique de base, ça reste encore la déclaration de 47 et l'objectif, la solution à deux États que beaucoup décrient, etc., et que beaucoup pensent aussi aujourd'hui impossible. Ça, c'est une autre discussion. Vous, comment la pensez-vous ? Moi, je pense qu'elle est très difficile. C'est vrai qu'on a du mal à l'envisager concrètement, mais pour moi, c'est la seule solution possible. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire. Enfin, quand on reprend l'histoire longue, c'est l'histoire de deux nationalismes. Le nationalisme juif a existé depuis longtemps. Le sionisme est devenu politique au 19e siècle, même s'il y avait toujours eu cet espoir. Il y a toujours eu des juifs sur cette terre, etc. Il lui a été donné une forme politique dans le mouvement d'indépendance, de souveraineté des nationalités du 19e siècle, qui a vu tant de pays européens gagner, la Serbie, la Croatie, la Grèce en 1830, etc. Donc, dans ce mouvement des nationalités, le sionisme est venu un petit peu tardivement, mais c'est un mouvement d'essence nationaliste, un État-nation pour un peuple. Je pense que les Palestiniens, inspirés d'ailleurs par le sionisme, ont aussi enclenché cette logique Alors, en 1948, je pense qu'il n'existait pas de peuple palestinien dans la région, mais de fait, il a existé en 1970, par exemple, contrairement à certaines déclarations de dirigeants israéliens à l'époque, de Golda Meir en particulier. Il y a un peuple palestinien. Il existe et aujourd'hui, il a besoin d'un État. Donc, je pense qu'on est dans une histoire classique de deux peuples qui cherchent un État-nation avec cette question du territoire. Mais en tout cas, quel que soit le partage du territoire est dans l'équation de 1947. Encore une fois, le Hamas ne se situe absolument pas dans ce cadre juridique. N'est-ce pas un petit peu curieux de s'accrocher à l'État-nation alors que justement c'est une réalité qui semble aujourd'hui aussi un peu dépassée par ailleurs, puisque dans un monde, pardonnez cette tautologie, mondialisé, précisément, l'Union européenne elle-même s'est beaucoup
focaliser sur le dépassement en fait des États-nations pour arriver justement à dépasser les nationalismes. Oui, moi je pense que c'est une question de curseur, de balancier. Effectivement, l'Europe a cherché à dépasser le cadre des États-nations, parce que l'État-nation peut éventuellement être militariste, et on a vu les guerres mondiales, etc. Donc est-ce qu'il faut sortir de ça en fait? Mais je pense qu'on n'a pas trouvé mieux. Enfin, et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, au sein d'une Europe, effectivement, qui a tendance à s'élargir de manière un petit peu inconsidérée, ou de pas prendre au sérieux la question des peuples, je pense qu'il y a un retour justement de l'État-nation qui doit sans doute se réformer, parce que l'État-nation, si on prend 1648 comme après le traité de Westphalie, où les États-nations ont joué un rôle moteur en Europe, c'est sûr qu'on a un peu changé, mais je pense qu'on n'a rien inventé de mieux pour l'instant. Gérard Gachet sur ce point, et ça nous amènera d'ailleurs à notre sujet suivant. Oui, le retour de l'État-nation, moi je ne crois pas qu'il soit voué à disparaître. Alors quitte à se réformer, je crois qu'il revient. Et pourquoi? Parce que la nation est quand même l'organisme, si j'ose dire, le plus apte à supporter la démocratie. La démocratie, c'est là quand la minorité reconnaît qu'il y a une majorité, même si elle ne pense pas comme elle, et qu'elle s'incline démocratiquement devant ce que souhaite la majorité. Protégée. Et qu'elle est protégée. La minorité est protégée. Oui, mais pour qu'on arrive à cette acceptation, il faut qu'il y ait, au-delà des différences politiques du moment, il faut qu'il y ait le sentiment d'une appartenance commune qui transcende un peu les divergences politiques ou sociales du moment. Et cette appartenance commune, eh bien, elle se trouve au sein de la nation. C'est la nation qui fournit encore une fois, cette appartenance commune qui permet à la démocratie d'exister. Mais on pourrait vous répondre, Gérard, que juifs et arabes sont sémites, s'ils appartiennent à une branche commune. Est-ce que ça suffit à s'entendre? Oui, mais là, on dépasse largement le cadre national. Mais est-ce que c'est pas le religieux qui pollue? Est-ce que c'est le religieux ou l'ethnique qui vient polluer cette réalité de l'État-nation qui n'arrive pas à se constituer? Et je pense pas qu'il faille considérer les phénomènes religieux ou ethniques comme des pollutions. Ce sont des choses qui existent. Il faut en tenir compte. Un des drames de l'Union européenne... Oui, mais on négocie pas avec le califat, c'est ce que nous dit Yann, ça c'est compliqué. À partir du moment où il y a des gens qui ne respectent plus les règles de la démocratie, qui veulent détruire les autres, ça, on sort du cadre. Mais le problème de l'Union européenne, par exemple, c'est qu'elle a voulu nier et même faire disparaître aussi, d'une façon a priori plutôt démocratique, mais elle a voulu à une époque, quand on regarde certains textes de l'époque de Jean Monnet et autres, elle a voulu faire disparaître les États-nations. Et ben, elle provoque cette rébellion que l'on constate aujourd'hui, qui va parfois trop loin à travers les régimes illibéraux, comme on dit, mais c'est bien une réponse aussi, une riposte à cette volonté de faire disparaître les États-nations. 15 secondes, Yann Boissière. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas 36 000 modèles. Il y a le modèle de l'Empire, donc qui a fonctionné, etc. Il y a le modèle des États-nations, et puis il y a les modèles transfrontaliers, comme les mouvements du califat ou comme Daesh, qui sont transfrontaliers, qui cherchent... Bon, les modèles transfrontaliers ne fonctionnent pas, les empires non plus. L'État-nation, critiqué, tient le coup, et comme vient de le dire à très juste titre Gérard Gachet, c'est le support de la démocratie. Yann Boissière, Gérard Gachet. La suite du débat du jour, après les infos que vous présente Antoine Galen dans quelques instants à 9h30. Planisphère, Pierre Verluise. Cette semaine, dans Planisphère, nous nous penchons sur la sécurité économique européenne. Nous avons parfois l'impression que la France, et plus largement l'Union européenne, sont bousculées par la mondialisation. Dans ce contexte, la sécurité économique européenne devient-elle un enjeu de souveraineté? Les réponses dans Planisphère. Planisphère, tous les mardis à 18h30 et le samedi à 9h30. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie. Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison. Vous avez envie de changer de vie? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie. La pause s'est faite en une journée. Hyper pro. La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup.
Un point sur l'info à 9h30 avec Antoine Galen, bonjour. Bonjour Louis, bonjour à tous. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se dit favorable à la démilitarisation du Hamas ainsi qu'à une force arabe et internationale pour stabiliser un futur État palestinien. Déclaration issue d'une lettre adressée ce lundi au président français Emmanuel Macron et au prince héritier saoudien Mohamed bin Salman. Plus de 300 drones et 7 missiles lancés par la Russie sur l'Ukraine. Les autorités locales annoncent un mort et 4 blessés dans des frappes touchant notamment une maternité. Volodymyr Zelensky appelle à une réponse concrète des États-Unis et de l'Europe. Près de 6 mois après le passage du cyclone Chido, le projet de loi du gouvernement pour refonder Mayotte entame ce mardi son examen en commission à l'Assemblée nationale. Le volet migratoire et sécuritaire devrait à nouveau susciter de nombreux débats. Le feu est maîtrisé à Lens dans l'Aisne. 2 pompiers sont toujours portés disparus. Ils ont été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lundi soir sur l'incendie d'un immeuble du centre-ville. Une soixantaine de dirigeants du monde entier à Nice ce mardi, 2e journée de la conférence de l'ONU sur les océans. Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland, déclaration d'Emmanuel Macron en ouverture de ce sommet, et référence implicite aux déclarations expansionnistes du président américain sur le territoire autonome du Danemark. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution de l'Assemblée. Les mots d'Emmanuel Macron, 1 an après la précédente qui a bouleversé la vie politique française. Le chef d'État a reconnu qu'elle n'avait pas été comprise par les Français et qu'elle n'avait pas permis de clarifier les choses. Et puis, c'était un musicien révolutionnaire et pionnier du funk. Sly Stone est décédé à l'âge de 82 ans. L'artiste avait notamment donné un concert mémorable avec son groupe lors du festival de Woodstock. C'était en août 1969. Merci Antoine Galen. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Yann Boissière et Gérard Gachet. Alors justement, Yann, on peut peut-être réagir à ce qu'on a écouté à l'instant dans les infos. Est-ce que disait Mahmoud Abbas sur la démilitarisation du Hamas? Vous l'envisagez comme une hypothèse probable, possible? Oui, alors bon, Mahmoud Abbas est largement discrédité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a pas eu il a un peu confisqué l'élection. Enfin, il n'a pas réorganisé d'élection. Peut-être d'ailleurs à juste titre pour essayer de lutter contre le Hamas. Mais en tout cas, la solution, je pense, l'implication des États arabes est certainement une bonne chose. On parlait tout à l'heure du jour d'après. Les États arabes sont largement conviés, pour organiser cette solution. Entre parenthèses, je pense que bien qu'ils ne le disent pas, la disparition du Hamas leur convient tout à fait. En tout cas, je pense qu'une des directions, c'est ça. Il faut des brokers honnêtes, peut-être les États-Unis parce qu'ils sont puissants, l'Europe a plus trop de voix, etc. Mais en tout cas, l'implication des États arabes dans le jour d'après, dans l'organisation d'un gouvernement palestinien un peu raisonnable sans le Hamas, paraît en tout cas une des pistes à suivre. Le jour d'après, il y a aussi 1 an après, on va passer à notre sujet. Le sujet consacré à la question européenne et puis à la question nationale. 1 an après leur percée aux élections européennes, c'est le Rassemblement national et ses alliés continentaux qui se retrouvaient dans le Loiret, près de Montargis, pour afficher une unité contre les institutions de Bruxelles et leur soutien indéfectible à Marine Le Pen, qui est sous le coup d'une invalidation pour 2027. Que signifie ce genre de rassemblement et avec la présence de Viktor Orban, par exemple, et puis d'autres personnalités qui sont traditionnellement alliées à Marine Le Pen? Est-ce qu'on est dans un bras de fer qui va perdurer, et puis des tensions internes à ce mouvement? Gérard Gachet. Je crois que, comme on vient de le dire, et ça fait un peu le lien avec le sujet précédent, ce type d'alliance entre le Rassemblement national et des mouvements comme celui de M. Orban et de ce qu'on appelle l'Europe illibérale sont une réaction aux excès de l'Union européenne tels qu'on a pu les connaître et les constater depuis quelques années, notamment à travers ce qu'on a appelé le gouvernement des juges, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., où on a vu des choses. Et ça, c'est une réaction. Alors, est-ce que cette réaction sera capable de proposer un autre modèle? Moi, j'en doute. C'est surtout une réaction négative, une réaction d'hostilité. Maintenant, il reste à prouver que ces gens-là, les gens de ces partis, de ces mouvements, je dis ça, ces gens-là sans aucun mépris, sont capables de proposer autre chose. Et là, on peut avoir quelques doutes. Alors, il faut voir dans les endroits où ils sont arrivés au pouvoir. Il y a Orban, il y a maintenant la Pologne. On va voir ce qu'ils arrivent à faire ou à ne pas faire. Mais il est certain que tout ça est aussi une conséquence
de la crise des migrants. Car dans l'Europe de l'Est, ce qui a provoqué l'émergence et la venue au pouvoir, dans certains cas, de ces mouvements, c'est la façon dont l'Europe a géré ou n'a pas géré la crise des migrants, la façon dont Madame Merkel, à l'époque, a ouvert grand les portes, notamment en Allemagne. Et on voit en Allemagne, même s'ils ne sont pas au pouvoir, mais une poussée très forte de ce qu'on appelle l'extrême droite, de l'AfD. Donc, tout ça est encore une fois, une réaction. Sera-t-elle apte à proposer un autre modèle, ou est-ce que c'est la droite classique, la droite de gouvernement, qui, en s'inspirant de certaines de ses idées, va elle-même rafler la mise, si j'ose dire, en termes de pouvoir? Je ne sais pas, mais la question mérite d'être posée. Yann Boissière. Oui, alors je tiens à préciser qu'en tant que rabbin religieux, c'est pas mon champ de compétences. L'analyse politique n'est pas mon champ de compétences principal. J'aurais peut-être une lecture un peu différente. Je vois d'abord ce rassemblement, qui a mobilisé quand même peu de gens. On parle de 5000 personnes, comme une réaction un petit peu défensive de la part du Rassemblement national, qui effectivement avait obtenu 31% aux élections européennes. Ils ont perdu 4 élections partielles législatives. Ils ont perdu 4 députés. La condamnation de Marine Le Pen obère un peu ses chances de concourir à l'élection présidentielle prochaine. Des tensions se font apparaître entre Jordan Bardella et Marine Le Pen sur des points tactiques, voire stratégiques. Donc je pense qu'il y a la volonté de réagir et de réoccuper l'espace public à travers un rassemblement en invitant des personnalités un peu prestigieuses, Viktor Orban, Matteo Salvini, Salvini. Voilà. Après, là où je rejoins Gérard Gachet, c'est effectivement, je pense que il y a une forme de réaction à un problème majeur qui n'est pas traité en Europe, c'est l'immigration. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas traité de manière responsable parce qu'on est au début de ce phénomène d'immigration. Quand on regarde les masses, l'immigration climatique, l'immigration politique, les conflits, etc., je pense que on est très très loin de prendre la mesure du phénomène. Déjà, on est un petit peu à la limite, mais je pense que là, on manque un peu de responsabilité. Après, il y a quelque chose, effectivement, je pense pas que ce genre de réponse des nationalistes, qui manient volontiers le slogan, etc., soit la bonne. Et je dirais qu'il y a un côté un peu complotiste. Il se trouve que j'ai lu quelques lignes du discours de Viktor Orban quand il parle de transfert de population, sous-entendu volontaire, organisé par l'Europe. Pour moi, là, on est dans le complotisme. Pour remplacer le socle culturel, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Il y a des problèmes à gérer. Sans doute, je pense que l'Europe ne s'est pas encore suffisamment équipée pour gérer, je dirais, l'immigration actuelle, mais surtout pour anticiper l'immigration qui va devenir un phénomène mondial structurel permanent, j'ai envie de dire, du fait des déplacements climatiques, etc., dans des masses beaucoup plus importantes. Donc, il faut vraiment anticiper sur ces problèmes. Et c'est pas la pensée complotiste qui va y remédier. Gérard Gachet. Oui, entre la gestion classique des nations européennes et les mouvements illibéraux de Orban et quelques autres, je pense qu'il y a actuellement une expérience de gestion qui mérite quand même d'être regardée de très près, c'est celle de l'Italie, de Madame Meloni, qui ne se situe pas dans l'optique illibérale et de refus de tout, qui se situe au contraire dans... Elle n'était pas invitée d'ailleurs. Oui, qui se situe au contraire justement dans le cadre de la gestion dite classique des nations, mais avec des convictions, avec une intelligence des situations. Regardez sur le problème de l'immigration. Au début, quand les premières mesures qu'elle a prises ne se sont pas avérées possibles ou ont été bloquées parfois par l'Union européenne, elle a contourné l'obstacle. Elle a signé des accords avec des pays d'Afrique pour l'accueil de migrants, etc. Et elle fait la preuve, en plus, avec apparemment une certaine réussite économique que tout le monde lui reconnaît. Donc, elle fait la preuve qu'une gestion différente est possible, mais que ce n'est pas forcément la gestion illibérale. Et comme vous le rappeliez, elle n'était pas invitée, ne fait pas partie de cette mouvance-là. On parlait des États-nations à l'instant, et puis on parlait du Proche-Orient. Il y a quand même une rhétorique guerrière qu'on a pu entendre dans la bouche de Viktor Orban qui surprend un peu. Nous ne les laisserons pas, en parlant des migrants, détruire nos villes, violer nos filles et nos femmes, tuer des citoyens pacifiques. On a l'impression qu'on se retrouve le 7 octobre.
Oui, non, je pense que Boissière. là, pour moi, il y a une exagération. D'abord, il y a ce côté complotiste qui, à mon avis, ne fait pas partie d'une solution rationnelle et d'un raisonnement rationnel. Là, pour moi, on manie le slogan, on insiste sur les facteurs uniquement négatifs de l'immigration. Et il y en a. Mais il y a aussi, je pense que la diversité et l'immigration peut être un facteur positif. Simplement, il faut mettre en place les structures d'intégration. Mais je veux dire, pour moi, l'immigration peut être aussi une chance. Après, c'est une question de nombre. C'est une question surtout d'anticipation et enfin, je veux dire, la France est un pays d'immigration. Finisterail, on est au bout de l'Europe, etc. Donc c'est clair que quand on regarde l'histoire française, ce n'est qu'une histoire d'immigration. Alors, immigration intra-européenne, c'est vrai qu'il y avait des compatibilités culturelles. Aujourd'hui, on est dans des immigrations extra-européennes avec des cultures très différentes. Donc il y a des problèmes à gérer, mais je pense que de n'insister en disant ils tuent nos femmes, ils violent nos femmes, ils tuent nos enfants. Est-ce qu'il y a un miroir d'identification avec la situation d'Israël entre la manière dont l'Europe se perçoit en danger, ou du moins une partie de ce courant politique-là se perçoit en danger, et ce qui se passe en Israël? Moi, je pense que c'est tout à fait différent. L'immigration est un problème d'assimilation culturelle, on va dire à la base quand même supposée pacifique. En Israël, c'est une question de guerre, enfin c'est une question d'agression. Il y a un islamisme, voilà. Mais c'est une question de degré ou de nature, puisque question... si on écoute Viktor Orban, l'Europe est aussi en proie à la menace islamiste, etc. Pour moi, c'est une question de nature. Enfin, je veux dire, quand on regarde les histoires d'immigration, ce sont des personnes qui fuient des situations déplorables, économiques, politiques, avec un courage complètement dingue. Ça ne veut pas dire que dans le tas, effectivement, il y a des personnes animées d'autres intentions. Mais enfin, bon, quand on s'intéresse un peu aux histoires personnelles, il y a quelque chose d'admirable, il y a quelque chose de la détresse humaine. Donc c'est aussi les États-nations sont aussi faits pour accueillir ce genre de choses, mettre des règles certainement. Donc pour moi, l'immigration de base, enfin je pense que 95% de l'immigration, soit climatique, soit politique, soit pour des raisons économiques, est d'une toute autre nature que une agression politiquement consciente de vouloir tuer des juifs, de vouloir instaurer un califat dans une région. On est dans une situation politique totalement différente. Il y a de l'opération de communication dans ce qui s'est passé dans le Loiret, puisqu'on parlait d'opération de communication tout à l'heure pour le bateau vers Gaza. Est-ce que finalement c'est une autre opération de communication, Gérard Gachet, dans l'autre sens? Certainement, toute action politique d'ailleurs d'un parti politique a forcément, surtout à notre époque, compte tenu des médias, des réseaux sociaux, etc., a forcément une dimension de communication. Mais je suis un petit peu en désaccord avec ce que vient de dire Yann Boissière, notamment sur cette phrase qu'on nous sort fréquemment, la France est et a toujours été un pays d'immigration. Je pense que c'était pas forcément vrai jusqu'à la moitié du 19e siècle. C'est plutôt la grande révolution industrielle qui a provoqué des mouvements migratoires beaucoup plus importants que ceux qu'on avait pu observer auparavant. Mais contrairement à ce que dit par exemple Monsieur Kassovitz, je pense qu'il y a encore des Français de souche et qu'ils ont le droit d'exister et d'être pris en compte. Et puis pour que cette immigration soit une réussite et soit réellement une chance pour la France, il faut qu'elle s'accompagne d'une véritable assimilation, une assimilation notamment culturelle, et que l'État-nation, justement, veille à ce que cette assimilation soit réalisée, ce qui demande d'une part un dosage, parce qu'il est évident que quand vous avez dans une classe, comme on en a maintenant dans un certain nombre d'écoles, quand vous avez 30, 40, 50% ou plus d'enfants d'origine étrangère pour lesquels on ne parle pas français à la maison, certains que l'assimilation est extrêmement difficile et extrêmement compromise. Donc, il y a une question de dosage, il y a une question de volonté politique qui, pour l'instant, n'a pas toujours été au rendez-vous chez les autorités françaises. La question religieuse rassemble ou divise dans ce domaine-là? La question religieuse souvent est instrumentalisée par les politiques. C'est une donnée, mais je pense que la religion peut être une partie de la solution. En tout cas, je pense pas qu'elle est la cause du conflit. Par exemple, si on parle du conflit israélo-palestinien, encore une fois, c'est un conflit de nationalisme. C'est une question politique. Maintenant que la religion soit enrôlée, parce que la religion est un vecteur extraordinaire pour mobiliser les foules. Donc effectivement, les conversations, elle soigne de partout, mais elle est clairement instrumentalisée par des gens qui
savent exactement ce qu'ils font et qui sont pas eux-mêmes d'ailleurs très religieux dans leurs actes politiques. Donc pour moi, la religion n'est pas l'origine de problèmes qui en général sont des problèmes politiques et nationalistes. Enfin, c'est très vrai je crois dans le conflit israélo-palestinien. Encore une fois, le Hamas n'est pas un mouvement nationaliste. Donc eux, effectivement, posent problème tel quel, mais c'est pas ce qui sauvera les Palestiniens de mettre tout l'accent sur l'accent religieux. C'est encore une fois la solution ne sera que politique. Moi, je pense que les religieux, en tout cas, c'est comme ça que je conçois mon rôle de rabbin, par exemple, et je fais pas mal d'actions interreligieuses. Sont des petites gouttes d'eau dans l'océan des problèmes, mais la religion est plutôt de l'ordre de la solution que du problème. La religion, c'est ce qui relie les gens, donc ce qui relie les gens de son propre groupe, mais ce qui nous porte aussi à comprendre que d'autres groupes, si on croit un petit peu en Dieu ou si on croit un petit peu en l'humanité, l'objectif de l'humanité, c'est plutôt de faire la paix plutôt que de se taper dessus. Alors bon, on en est loin, mais enfin, je veux dire, oui, on aimerait le croire, mais il faut sans cesse aimer le croire et sans cesse remettre le métier sur le... moi, je pense que la religion est plutôt une partie de la solution que du problème. Gérard Gachet, sur ce point. Oui, je voudrais pas être pessimiste, mais c'est vrai qu'historiquement, la religion a souvent été un facteur, alors parmi d'autres, il n'y a pas que la religion, mais de même qu'il y a les revendications territoriales ou autres, mais la religion a souvent été, dans le passé, on a eu les guerres de religion, on a eu un certain nombre de choses qui nous ont montré qui se sont faites d'ailleurs vraiment pour des motifs religieux. Bah oui, ça a été pas souvent seulement on dit c'est de la politique, non, c'est pas vrai. Un facteur conflictuel, alors que aujourd'hui les grandes religions, notamment monothéistes, cherchent, en tout cas les principales d'entre elles, à aller vers la paix. C'est une bonne chose, mais ça n'a pas toujours été le cas, effectivement, dans le passé. On l'a vu historiquement parlant. Pourquoi des religions semblent avoir beaucoup plus d'autorité sur leurs fidèles que d'autres, Si on prend par exemple l'islam, on sent que c'est une religion qui a de l'autorité sur ses fidèles. Le catholicisme ou le christianisme, je dis pas que le lien est plus distendu, parce qu'il faudra regarder des situations au cas par cas, mais on sent bien qu'il n'y a pas cette pression culturelle aussi forte. Dans le judaïsme, comment vous situez la question, ce sujet-là de l'autorité sûre, Yann Boissière? Je pense que c'est un dialogue. Je pense que l'histoire occidentale, c'est le problème théologico-politique. C'est l'histoire de l'Occident est construit, et c'est même la dynamique principale de ce dialogue entre les religions et le politique. Il se trouve que dans les sociétés occidentales, le politique a fini par prévaloir, justement, de toutes ces guerres de religion. L'État en 1598, par exemple, avec la paix de Vervins, etc., l'État, les structures politiques laïques se sont instaurées en garant de la paix sociale. Les religions n'y arrivaient pas. C'est les guerres de religion. Mais je dirais que depuis le XVIe siècle, en Occident, et en tout cas certainement en France, c'est l'État qui est garant de la paix sociale, et les religions ont accepté ce rôle de l'État. Alors, il se trouve que le judaïsme, en tant que minorité, a toujours vu dans cette protection de l'État, et même dans la laïcité, une forme de protection. Je pense que le côté minoritaire est important dans la psyché. Napoléon. Et puis, depuis Napoléon. Mais je dirais même que dans le judaïsme, ça c'est un tout autre sujet, dans la pensée juive, même biblique, etc., il y a déjà les prémices, alors ce serait un peu anachronique de parler de laïcité, mais il y a les prémices d'une distinction entre le purement religieux et l'État. Il y a ce principe talmudique qui dit, ça il s'énonce en araméen, mais la loi de l'État est ton État. Donc il y a cette notion qu'on vit dans des systèmes politiques qui sont pas forcément complètement consonants avec la religion, mais qu'au nom de la paix sociale, il faut en rabattre un petit peu sur ces exigences pour pouvoir vivre en paix avec les autres. Le christianisme c'est savoir-faire. Oui, le christianisme a complètement, à César ce qui est à César, a complètement accepté cette logique, et ça a été augmenté par le protestantisme qui a créé au début une fêlure, mais qui a montré qu'il y avait aussi une pluralité possible, que c'était pas un dieu, une seule théorie, etc. Donc les religions en Occident ont accepté d'en rabattre un petit peu sur leur exigence totale et de faire confiance aussi à l'État pour organiser précisément le dialogue aussi entre les religions. C'est à mon avis le génie de la laïcité.
cette révolution n'a pas été faite dans tous les pays. C'est vrai que la civilisation arabo-musulmane, qui a été puissante, qui a d'ailleurs contribué à des choses merveilleuses dans l'humanité, en termes de science, en termes de médecine, il y a une pensée arabe et islamique tout à fait remarquable, et très vivace jusqu'au XIIIe, XIVe siècle. Après, il se trouve que pour des questions politiques et de déclin, effectivement, autour du bassin méditerranéen, les sociétés se sont un peu fermées et sclérosées. Et je pense que demeure posée la question au sein de l'islam de ce rapport avec le politique. Donc cette séparation n'a pas été faite. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps, les islamiques ont un poids effectivement très très important sur les populations, mais en même temps c'est aussi leur faiblesse. C'est-à-dire il y a des faiblesses de la structure politique qui a du mal à organiser la pluralité au sein des sociétés arabes. On voit combien les minorités sont persécutées dans tous les pays arabes et combien il y a un manque de dynamisme aussi, parce que le religieux justement est une chape qui économiquement, politiquement instaure une sorte de régression. Étouffe la créativité. Absolument. Gérard Gachet. Oui, je ne voudrais pas jouer les Michel Houellebecq. Vous avez le droit, Gérard. Mais faire, c'est vrai que dans ce cadre où on voit que le judaïsme et le christianisme ont reconnu finalement, parfois après quelques remous, mais ont reconnu la différence entre le spirituel et le temporel, l'islam, lui, n'en est pas à ce niveau d'évolution. L'islam, qui veut dire, rappelons-le, soumission, comme disait Houellebecq, mais l'islam est à la fois une religion, mais aussi une nation, Oumma, la nation des croyants, un code pénal avec la charia, etc. Donc, il n'y a pas, en tout cas dans toutes les branches de l'islam, il n'y a pas cette distinction entre spirituel et temporel. Et je pense que c'est une grande partie des problèmes que l'on connaît aujourd'hui et qui pose problème dans ce qui concerne l'assimilation de la population musulmane. Autant une grande partie, une majorité, j'espère, des musulmans vivent en France dans un cadre républicain sans aucun problème et en l'acceptant, mais on voit que certains sondages montrent que chez les jeunes notamment, qu'une majorité pense que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République. Donc à côté de ça, Gérard, c'est un petit peu logique de considérer que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes. En soi, c'est assez logique. Oui, mais enfin, les chrétiens, je mets pas de contenu dans les lois. Les chrétiens c'est assez logique, cette hiérarchie. Mais prenez par exemple l'affaire de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement, ou l'affaire de la loi sur la fin de vie. Je pense que les grandes religions monothéistes, enfin le christianisme et le judaïsme, sont contre l'avortement. Mais une fois que la loi a été votée, ils se battent au moment du débat pour faire peser leurs arguments, pour essayer d'influencer le débat. Mais une fois que la loi est votée, les gens l'appliquent, à condition qu'elle soit effectivement, qu'elle respecte aussi la liberté de conscience des uns et des autres. Mais les gens appliquent la loi. Le problème, ils ne reconnaissent pas, ils ne pensent pas que la loi de Dieu est supérieure dans leur vie quotidienne à la loi de la République. Le problème avec une partie de la population musulmane, c'est qu'elle pense que la loi... Oui, mais la République ne me promet pas le salut, elle ne me promet pas... Vous voyez, c'est pas du tout au même niveau. On ne peut pas considérer les choses comme... Qu'est-ce que vous en pensez, Yann? Pour l'instant, enfin, là, pour le coup, je pense que l'histoire a prouvé que la loi de Dieu, peut-être d'une certaine manière purement théorique... Elle est intime, la loi de Dieu. Elle est intime et supérieure, mais en termes de système d'organisation des sociétés, ça ne fonctionne pas, parce que la loi de Dieu, évidemment, elle est interprétée de manière différente. Et là, on se retrouve avec un problème de pluralité entre les catholiques, les protestants, ou les juifs orthodoxes ou libéraux. Enfin, et donc, du coup, le problème, c'est plus seulement la loi de Dieu, c'est comment coexister avec des gens qui ont une notion de la loi de Dieu différente. Et l'histoire nous a prouvé que, effectivement, les guerres de religion étaient la recette la plus sûre quand on cherchait à organiser les sociétés au nom de principes transcendants, dans la mesure où les personnes n'ont pas la même idée de ce que devrait être le transcendant, c'est la guerre. Et donc, c'est là où l'État, effectivement, a pris cette responsabilité d'organiser la paix sociale. Et donc, et après, en reconnaissant aussi la valeur des religions, moi je pense qu'on peut sauver son âme tout à fait dans un système laïque. Enfin, je veux dire, pour autant que la laïcité organise, reconnaît les cultes et même les protège. Enfin, pour moi, c'est le génie de la laïcité à la française. Bon, c'est un autre sujet, mais elle protège, elle garantit la liberté de culte. Enfin, moi, en tant que juif, je me sens pas du tout empêché d'avoir des espérances sur mon âme, sur la vie future, voilà. Et en même temps,
de pouvoir garantir la paix sociale pour tous, pour des gens qui n'ont pas la même opinion que moi. C'est quand même... Ou qui n'ont pas de religion. Ou qui n'ont pas de religion. La paix, c'est aussi un idéal des religions. Donc, de toute façon, la religion consiste toujours à gérer des valeurs parfois contradictoires. C'est vrai que si on met paix, vérité, etc., c'est des grandes notions. Il faut savoir les composer dans des équations complexes. C'est aussi ça, la paix et l'humanité. Vous avez élevé notre regard, vous allez à présent l'élargir avec la conférence de l'ONU sur les océans qui va donc élargir l'horizon. Elle s'est ouverte lundi à Nice et les minutes qui nous restent vont y être consacrées par des appels à la mobilisation au multilatéralisme pour éviter le chacun pour soi dans les eaux internationales, avec en filigrane une dénonciation de la politique du président américain Donald Trump, absent de ce sommet Nice, où se déroule donc cette conférence de l'ONU avec l'enjeu sur les fonds marins, l'enjeu sur la biodiversité, le climat. Tout est un petit peu rassemblé dans cette problématique. Yann Boissière, Gérard Gachet. Oui, il y a parfois dans la vie des images qui vous marquent, et qui vous frappent et qui influencent votre raisonnement. Alors moi, c'était pas à l'océan, mais le problème reste le même. C'était dans le désert. Il y a quelques années, un océan de sable. Je me trouve, voilà, un océan de sable. Je me trouve, qui a peut-être été une mer autrefois d'ailleurs. Je me trouve dans le sud tunisien, dans le désert, et je fais, comme tout bon touriste qui se respecte, une balade en chameau dans le désert. Et à un moment, j'entends un bruit étrange, alors qu'il y avait du vent, mais c'est tout. J'entends un bruit étrange, je me demande d'où ça venait, et je m'aperçois que dans ce désert, il y avait quelques arbustes rabougris qui étaient là. Et le bruit venait de ce que ces petits arbustes rabougris étaient tous recouverts de sacs plastiques. Il y avait des sacs plastiques qui avaient volé depuis la ville, mais on était loin de la ville, et qui avaient volé et qui s'étaient rassemblés, enfin qui étaient accrochés, qui avaient été agrippés par, par la ville. Et là, alors, je sais que c'est la même chose au fond des océans, où on voit qu'un certain type de pollution, notamment plastique, puisque c'est une des problématiques qui est soulevée dans l'affaire des océans, est réellement très très prégnante et existe. Et cette image m'est restée parce que moi qui étais un petit peu sceptique sur le plan de l'environnement et de l'écologie, là j'ai réalisé que si on trouvait la même chose au fond des mers que dans le désert, ce qui est le cas, et en pire même, on était quand même... on devait prendre conscience et se sensibiliser à ces problèmes. Des océans plus acides, en ébullition, a dit Emmanuel Macron, il faut se mobiliser, a dit le chef de l'État, Yann Boissière. Moi, je trouve assez réjouissante cette conférence. Alors là encore, c'est pas mon domaine de compétence, mais je dirais de manière globale, il y a quelque chose quand même d'assez agréable dans ce multilatéralisme. C'est-à-dire que là, ça fait 1 ou 2 ans qu'on est dans des problèmes de conflits, d'État-nation, c'est plus ou même d'empire, etc., où chacun essaye d'imposer sa solution par la force. Et je dirais que là, on est dans un problème global qui nous concerne tous sur la planète. On parlait de l'immigration tout à l'heure, ça devrait être aussi un problème global, etc. Bon, on a beaucoup de mal à s'organiser parce que chaque État-nation, pour le coup, défend plutôt son précaré. Donc là, cette idée que des États, avec des arrière-pensées, évidemment, chacun essaye de traiter de manière globale un problème. Donc ce fameux multilatéralisme si décrié, parce qu'effectivement, parfois, il aboutit à des déclarations purement d'intention. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que effectivement l'acidité des océans, la pollution que vient de rappeler Gérard Gachet, la surexploitation des fonds marins pour des raisons avec cette logique du premier servi, cette logique de force, la surpêche, la sanctuarisation des eaux profondes de certaines zones, etc. Je trouve que ce sont des idées très nobles. Alors, la quantité de défis reste à savoir si on sera à la hauteur, si on veut vraiment y mettre les moyens, si on peut aussi avec la France, c'est une question de moyens. J'ai vu les sommes qui circulaient. Alors encore une fois, je suis absolument pas expert. Elles sont évidemment très très insuffisantes, mais ce sont des processus globaux. Enfin, il faut on a tendance à tout mettre nos espoirs sur une conférence, mais il faut voir ça dans le temps. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque nous serons à Nice vendredi prochain justement pour faire écho de cette mobilisation. Merci Yann Boissière et merci beaucoup à Gérard Gachet d'avoir été nos invités pour ce débat du jour. Et bonjour Melchior Gormand.